Alors, bonjour à tous. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à tous d'être présents pour accueillir Nicolas Attenot, qui est le président de l'entreprise Bioli, spécialiste de l'extraction enzymatique. Alors, Nicolas, il a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste à l'ESIREM de Dijon, c'est l'école supérieure d'ingénieurs numériques et matériaux. Et il a ensuite été chargé de mission pendant 5 ans à l'incubateur Lorrain, où il a accompagné et des chercheurs et des doctorants pour la valorisation de leurs travaux de recherche par la création d'entreprises. Et enfin, en 2012, il a créé Bioli avec 2 associés, un doctorant et son directeur de thèse, dont les travaux de thèse justement portaient sur l'extraction enzymatique d'huile alimentaire, avec notamment le colza et le tournesol. Et c'est ça qui a initié le projet. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas qui va nous parler plus en détail du développement d'ingrédients naturels à l'aide de l'extraction enzymatique. N'hésitez pas à prendre la parole à la fin de la présentation pour poser vos questions, ou vous pouvez aussi utiliser le chat. Merci à tous, bon webinaire, et Nicolas, c'est à vous. Merci Mallory. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vais vous parler ingrédients et extraction enzymatique. Alors, c'est peut-être pas la typologie de présentation que vous avez l'habitude de voir dans le cadre de ce réseau, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment vous faire découvrir une technologie issue de travaux de recherche de l'Université de Lorraine, et en tout cas, les travaux menés par mes 2 associés. Donc, la société Bioli, on a créé cette société Bioli il y a maintenant 12 ans. Comme l'a dit Mallory, on valorise des travaux de recherche qui ont été menés par un doctorant et son directeur de thèse. Travaux de recherche qui avaient débuté en 2004 à l'Université de Lorraine, au laboratoire Libio qui est basé à l'ENSAIA, qui est une école d'ingénieurs en agroalimentaire à Nancy, pour ceux qui connaissent. Et la thèse avait lieu de 2005 à 2009. Donc, il y a eu beaucoup d'étapes avant qu'on arrive à une création d'une start-up. Pour revenir un peu juste sur l'historique, l'origine de la technologie a été plutôt de développer une nouvelle technologie d'extraction et d'obtention des huiles végétales alimentaires, et en particulier colza et tournesol. Aujourd'hui, c'était déjà le cas à l'époque et c'est encore le cas aujourd'hui, les huiles alimentaires de grande consommation, donc colza, tournesol en France et soja et huile de palme à l'échelle mondiale, sont produites avec une technologie un peu dégueulasse, pour dire les choses comme elles sont, qui est de l'extraction à l'hexane, donc l'extraction avec un solvant chimique qui permet de sortir quasiment 100% de l'huile présente dans les graines. Malheureusement, cette technologie, même si très performante en termes d'extraction et de rendement, a un certain nombre de contraintes industrielles, sanitaires et environnementales. C'est-à-dire que c'est des usines, déjà, si on parle juste de réglementation, c'est des usines qui sont classées Céveso 2, hein, donc des usines qui peuvent exploser. Évidemment, il y a une dangerosité du coup pour les travailleurs dans ces usines-là, pardon. Donc ça, c'est une vraie problématique. Déjà, dangerosité par rapport à la sécurité, mais aussi dangerosité environnementale par rapport aux COV qui sont rejetés dans l'atmosphère. Donc, l'hexane, même s'il est recyclé dans ces usines-là, pour être quasiment en totalité à 99%, les petits pourcentages, ou le moins de 1% qui est rejeté dans l'atmosphère, c'est le COV, on va avoir un impact évidemment sur le réchauffement climatique. On en parle tous les jours maintenant à la télé, dans les médias et ailleurs. Et donc à l'époque, c'était vraiment développer une technologie propre, sans solvant chimique, pour substituer cette technologie-là. Technologie qui aurait dû être interdite par REACH en 2005 et qui est aujourd'hui toujours autorisée. Il y a une dizaine une dizaine d'unités d'usines en France de trituration des huiles alimentaires qui a utilisé ces technos-là avec deux acteurs majeurs de l'industrie qui la dirigent. À l'échelle mondiale, ça représente quand même 1 million de tonnes de COV qui est rejeté tous les ans dans l'atmosphère malgré le recyclage de ce solvant-là. Donc voilà, donc ça, c'est des travaux qui avaient été menés à l'université. En 2009, le dépôt de brevet sur la technologie d'extraction des huiles végétales. Et en 2012, on a créé la société Bioli pour mettre à disposition cette technologie
pour développer des ingrédients naturels, au sens large, pour les marchés de la nutrition et de la cosmétique. Donc aujourd'hui, on s'est un peu éloigné du monde de l'alimentaire plus particulièrement du monde des huiles végétales et alimentaires pour plusieurs raisons. D'une part, un aspect déjà économique. Si on ne produit pas en très très gros volume, on ne peut pas être compétitif par rapport à cette technologie-là. Et d'autre part, par rapport au lobby présent et autres, qui fait que de toute façon, ils n'ont pas envie forcément de changer cette techno d'extraction parce que aujourd'hui, elle est rentable, elle est amortie surtout, et elle permet d'avoir des performances aujourd'hui inégalées. Donc, Bioli, c'est quoi? Bioli, c'est une société d'une quinzaine de personnes qui développe et produit des ingrédients pour ces marchés-là. Et on a un focus quand même très axé sur le marché de la cosmétique. Qu'est-ce qu'on entend par ingrédient? C'est tout ce qui va rentrer dans la composition d'un produit fini. Ça peut être des arômes, ça peut être des colorants, ça peut être des actifs, ça peut être des texturants, etc., etc. Vous devez connaître ça aussi bien que moi. Voilà, donc notre métier, c'est ça, et on a un très gros focus cosmétique chez Bioli parce que ça représente environ 80% de notre activité. On a un modèle d'affaires qui est mixte, qui est multiple. Euh, on développe nos propres catalogues d'ingrédients. On a environ une trentaine d'ingrédients cosmétiques qu'on commercialise à travers le monde via un réseau de distributeurs, j'en parlerai un petit peu après. Et on a une activité où on développe, on met à disposition notre technologie, notre savoir-faire et notre expertise pour accompagner nos clients à développer des ingrédients sur mesure selon un cahier des charges, un brief qu'ils nous confient. Euh, et l'objectif étant de développer, mais de produire ces ingrédients pour ces clients-là. Donc, on a toujours eu une vocation industrielle des choses. Donc, on a monté très rapidement une unité d'extraction à Nancy, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on est basé à Nancy, pour produire ces ingrédients. En revanche, on a une possibilité de licencier notre technologie si nos partenaires le souhaitent pour internaliser eux-mêmes la production et faire eux-mêmes leurs propres ingrédients. À ce jour, on a 3 licences qui sont actives dans le monde. Très rapidement, alors je vais essayer de passer rapidement sur les slides, on va dire plutôt business market, hein, voilà, pour rentrer plutôt dans le côté plutôt technologique. Qu'est-ce que permet de faire la technologie? Parce que c'est à mon avis plutôt ça qui vous intéresse. Donc voilà, nous on réalise 45% de notre chiffre à l'export, hein, vous voyez dans les pays dans lesquels on exporte aujourd'hui. Et comme je disais, on a 3 unités d'extraction ailleurs dans le monde qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos clients, mais qui utilisent notre technologie. Donc il y en a une au Québec, une dans les Antilles-Guyane et une en France, d'ailleurs, pour un marché un petit peu particulier. Donc, l'extraction enzymatique, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, elle présente un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres technologies du marché. La première étape, un des premiers avantages, c'est que c'est une technologie douce, hein, qui est une technologie inspirée de la nature, je vais y revenir, très simple dans sa mise en œuvre industrielle. C'est ça qui en fait sa force et qui favorise aussi sa scalabilité, hein, c'est-à-dire qu'elle marche très bien à l'échelle de 2 litres en réacteur en laboratoire, comme en 3000 litres chez nous dans notre unité industrielle et qu'elle pourrait très bien marcher dans un réacteur de 180 mètres cubes. Vous voyez, donc c'est facilement scalable de par l'utilisation d'équipements industriels qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie, dans toutes les industries, hein, c'est du broyage, de la cuverie et de la centrifugation. Et la technologie réside dans les cocktails enzymatiques qu'on utilise et je vais y revenir. Très adaptative, on va dire, elle permet d'être très sélective, cette technologie. Et enfin, elle est éco-friendly ou nature-friendly parce qu'on est certifié bio en alimentaire, on est certifié bio en cosmétique. Voilà, et elle a un certain nombre d'avantages environnementaux. Alors là, j'en ai parlé, c'est issu de plusieurs années de recherche, hein. C'est une technologie qui aujourd'hui qui est toujours brevetée, qui a été brevetée en 2009 et dont le brevet court toujours et s'arrêtera en 2029. Évidemment, autour de ça, il y a vraiment beaucoup d'expertise et de savoir-faire secret qui est lié à l'utilisation de cette technologie-là. Donc le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'aller déstructurer les parois végétales des plantes qu'on va travailler. On travaille quasi exclusivement sur les plantes, même si on a fait quelques essais sur le règne animal, on pourra en parler si besoin. L'idée, c'est de digérer les plantes et en particulier digérer ces parois qui sont des polysaccharides. Le concept, alors ça reste très théorique ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a peut-être dans la salle virtuelle des gens qui sont spécialistes de l'enzymologie. L'idée, c'est de découper tous les polysaccharides et se dire que si on découpe tous ces polysaccharides et qu'on les ramène à l'état de sucre simple,
on a digéré toute la plante et on va libérer en solution toutes les molécules présentes. Donc, ça reste très théorique. Dans la pratique, c'est un peu plus un peu plus complexe que ça. Et donc, les parois sont quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve dans une plante en termes de parois? On va retrouver de la cellulose, des hémicelluloses et des pectines, si on parle de plantes entre guillemets classiques. Et on va rajouter la lignine si on parle de plantes ligno-cellulosiques comme la paille, le miscanthus ou le bois. Donc, le savoir-faire de Bioli, ça va être vraiment de sélectionner des enzymes qui vont faire le job pour découper ces polysaccharides. Pourquoi c'est une technologie inspirée de la nature? On pourrait parler de biomimétisme. Tout simplement, on se compare aussi aux autres technologies alternatives d'extraction. Il y en a un certain nombre aujourd'hui sur le marché. Il y a l'extraction solvant dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, évidemment, avec de l'hexane, mais on peut faire aussi de l'extraction à l'éthanol, au méthanol, à l'acétate d'éthyle, etc., etc. Il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qui sont interdites en France ou en Europe. Mais on va retrouver des technologies aussi avec des procédés plutôt physiques, comme des technologies d'extraction au micro-ondes, aux ultrasons. Il y a des champs électriques pulsés, il y a pas mal de choses qui existent. Et on peut retrouver aussi des technologies au CO2 supercritique. Pourquoi on se dit une technologie naturelle, inspirée de la nature? Parce que ce qu'on fait, c'est juste ce que fait, dans notre réacteur, juste ce que fait un champignon à l'état naturel sur son substrat. Le champignon va libérer des enzymes pour aller déstructurer le substrat sur lequel il se trouve, libérer et découper des molécules dont lui va se servir pour se nourrir, combattre les agressions extérieures, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Bioli. Et pourquoi naturel? Parce que, voilà, comme ça se passe dans la nature et on se compare aux autres technologies, du CO2 supercritique, par exemple, c'est une très bonne technologie, très performante en termes de rendement d'extraction. En revanche, je n'ai jamais vu de CO2 à l'état supercritique dans la nature. Et ça, aujourd'hui, c'est une demande du marché, c'est-à-dire que les clients souhaitent aussi, en plus de travailler des biomasses végétales, hein, de faire du pur sourcé, entre guillemets, c'est aussi d'utiliser des technologies qui vont être douces, respectueuses et naturelles. Comment cette technologie se passe? Alors on pourrait, si je vulgarise au maximum, ce qu'on fait chez Bioli, c'est du café amélioré. C'est-à-dire qu'on va prendre une plante, quelle qu'elle soit. C'est une des forces de notre techno, c'est ça, c'est qu'on peut travailler tout type de plante et tout état de la plante. Donc, je peux travailler aussi bien de la matière fraîche que sèche, ou de la matière congelée. On travaille même des fois des matières qui ont commencé à pourrir. Mais je peux travailler aussi bien de la racine, de la graine, de la tige, de la feuille, de la fleur, etc., etc. La première étape, ça va être de broyer la plante finement pour abaisser la granulométrie, ou en tout cas avoir une granulométrie assez faible pour augmenter la surface spécifique et du coup à favoriser l'action de nos enzymes. La première étape, c'est ça. Ensuite, ce broyat, on va le mettre dans une cuve réactionnelle qui est chauffée et agitée, tout simplement, donc pas sous pression ou autre. À l'échelle laboratoire, on va travailler sur des échelles qui vont de l'ordre de 1 à 10 litres. Et en production, on a des cuves de 600, 1500 et 3000 litres. Donc on chauffe, donc on met ce broyat, on met de l'eau, on met nos fameux cocktails enzymatiques. Et je reviendrai là-dessus après. La plante les molécules, les enzymes vont hydrolyser la plante, vont découper la plante de façon très schématique. Et après 4 heures, on travaille à température de 50 à peu près. Après 4 heures, on va centrifuger ce mélange et on va obtenir plusieurs fractions. Et ces fractions, on va essayer d'en faire des ingrédients pour le marché. Évidemment, si je pars, et donc on peut obtenir jusqu'à 3 fractions, on peut obtenir une huile ou une fraction huileuse. On va obtenir une fraction aqueuse, sachant que notre solvant, c'est l'eau. On récupère de l'eau en sortie contenant toutes les molécules hydrophiles et un résidu d'extraction que dans notre industrie, on appelle tourteau, mais qu'on peut appeler grèche, qu'on peut appeler de différentes ou marc, par exemple, dans d'autres industries. Évidemment, si le végétal de départ ne contient pas d'huile, je n'aurai pas d'huile en sortie. Mais en revanche, toute plante contenant des molécules liposolubles, on peut rajouter une fraction lipophile pendant l'extraction pour aller capter ces molécules-là et obtenir toujours 3 fractions. Et donc, on fait du coup une sorte d'extraction liquide-liquide. Donc ça, c'est la technologie. Et alors, il y a une petite vidéo, ça va bugger, donc je ne la mets pas, vous la trouverez sur notre site web qui explique de façon en stop motion comment la technologie fonctionne. Et donc, je passe sur la slide, je vous ai déjà dit toutes les certifications dont on bénéficiait. Et je vais vous parler de la partie cocktail enzymatique. Donc, le savoir-faire de Bioline, c'est savoir sélectionner et développer des cocktails enzymatiques adaptés à la biomasse qu'on travaille en entrée
et aux objectifs d'extraction qu'on se fixe en sortie. Pour faire un exemple, prendre un exemple très rapide, si je prends une carotte et que je veux valoriser et extraire le bêta-carotène, donc qui donne la couleur à la carotte, hein, sa couleur orange, je vais utiliser un cocktail spécifique. Si je veux plutôt favoriser l'extraction des polyphénols ou des protéines dans la phase aqueuse, je vais en utiliser un autre. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire de Bioli. Donc, chez Bioli, on ne travaille qu'avec des enzymes qu'on s'est fixé un certain nombre de contraintes, justement pour aussi avoir toutes les certifications nécessaires pour les marchés. On travaille qu'avec des enzymes qui sont non OGM et de qualité alimentaire, premièrement, et surtout qui sont des enzymes industrielles. Chez Bioli, on ne développe pas d'enzymes. Alors, on a des projets en cours pour développer des enzymes très particulières, mais à l'origine, on ne développe pas d'enzymes. On achète des enzymes du marché qui sont disponibles du coup en grande quantité à des cours raisonnables, et on va remélanger, redesigner des cocktails très spécifiques. Et cette approche, elle est importante parce qu'elle va permettre d'être compétitif derrière sur le marché, sur les extraits qu'on va fabriquer, parce qu'on n'aura pas un impact trop fort du prix des enzymes sur le prix du produit fini. Et cette démarche a été initiée, a été choisie dès le début de la création de la société, quoi, dès le début de même pas de la création de la société, dès le début des travaux de recherche. C'est-à-dire, c'est qu'à l'échelle labo, quand ils ont commencé à développer cette technologie-là, ils se sont dit potentiellement un jour, et c'est là où mes associés ont une vraie vision des choses, c'est qu'ils se sont dit un jour, potentiellement cette techno, il faut qu'elle serve à quelque chose et qu'elle soit valorisable sur le marché et utilisable par d'autres. Et donc, plutôt qu'aller chercher chez Sigma des enzymes pures, des cellulases pures, des hémicélases pures, et je ne sais quelle techno, autre enzyme, pardon, et avoir du coup des performances exceptionnelles en extraction et en rendement, mais et du coup ne pas pouvoir être monté à l'échelle parce que ces enzymes-là, on ne les trouve pas, et si on les trouve, elles coûtent des milliers, des dizaines de milliers d'euros au kilo. Ils sont partis tout de suite sur des mélanges, des cocktails enzymatiques existants qu'ils ont redesignés par rapport à un outil, par rapport aux objectifs. Donc ça, c'était l'approche initiale. C'est toujours celle-là. À l'époque, ils travaillaient en batch, en réacteur, c'est-à-dire que le lundi, ils travaillaient, ils testaient une enzyme sur la graine de colza, ils voyaient les rendements, ce que ça donnait. Le deuxième jour, ils faisaient ils testaient une deuxième enzyme, etc., etc. En gros, il fallait environ 6 mois pour développer un cocktail sur mesure, pour tester une centaine d'enzymes, tester des mix, des mélanges d'enzymes via des plans d'expérience quand même et des plans de mélange pour réduire le nombre d'expérimentations. Mais ça prenait très longtemps. Et depuis qu'on a créé la société, on a créé il y a quelques années un outil de criblage qu'on appelle Screenzyme chez nous qui permet de développer des cocktails adaptés sur mesure en moins de 2 semaines. Donc, on travaille avec, ça va vous parler, avec des plaques de 96 puits et ça nous permet de screener des centaines d'enzymes tous les jours, des centaines de conditions par jour et de voir l'impact de l'enzyme sur l'extraction ou sur l'objectif d'extraction. Et pour vous donner un exemple de cet outil et de vraiment la sélectivité des enzymes et du choix des bonnes enzymes pour faire le bon ingrédient, on a un extrait, alors on a sur cette slide un exemple sur les amandons de mangue. Donc, dans la mangue, vous avez un noyau et à l'intérieur de ce noyau, vous avez un amandon qui est très riche en polyphénol. Et donc, on a mis en place notre outil pour développer un cocktail sur mesure. Et donc, nous, quand on compare toujours à l'extraction aqueuse. Donc, à gauche, vous allez avoir la teneur en polyphénol sur l'extrait obtenu avec une extraction aqueuse sans enzyme. Donc, on obtient quelque chose de l'ordre de 13 grammes par litre. Un extrait aqueux optimisé, non optimisé, donc obtenu avec notre extrait, notre technologie, avec un cocktail enzymatique non optimisé. Donc, on augmente un petit peu la teneur en polyphénol. Et en développant un outil, un cocktail sur mesure avec notre outil, on arrive à monter à 22 grammes par litre. Donc, on voit vraiment l'impact et la sélectivité que peuvent avoir les enzymes sur une efficacité. Donc là, notre modèle, entre guillemets, notre cible, ce n'était pas forcément la tolérance en polyphénol. Nous, notre cible, c'était d'avoir l'extrait le plus antioxydant possible. Donc, on a couplé notre outil à du test TORAC. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une mesure de la valeur antioxydante. Et on voit que entre quelque chose sans enzyme et même avec un cocktail non optimisé, on arrive à multiplier par 2, voire 3 la teneur, la capacité antioxydante de l'extrait. Et donc, cette technologie, c'est ça qu'elle offre. C'est une sélectivité et une augmentation soit des efficacités ou des fonctionnalités, soit l'obtention d'efficacité et de fonctionnalités différentes de ce qui est connu dans la littérature scientifique pour certaines plantes. Euh,
Et ensuite, donc là, voilà, je parlais à la partie enzyme, je vais parler après c'est sur le reste, genre des exemples très rapidement. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que l'idée est peut-être plutôt de laisser la place aux échanges. Donc, on a notre propre catalogue d'ingrédients. Vous aurez la présentation et vous voyez la diversité. Là, c'est vraiment pour montrer la diversité de matières qu'on peut travailler chez Bioli. Et chez Biolay, on a un concept fort, c'est l'upcycling. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Tout le monde veut s'y mettre parce que c'est à la mode. Nous, on le fait parce que ça fait partie de notre ADN, on y croit. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et donc, sur tous ces ingrédients que vous voyez à l'écran, il n'y en a que deux seulement qui ne sont pas obtenus à partir d'un déchet de l'industrie agroalimentaire ou agricole. Et donc, on peut travailler aussi bien du citron vert, des fruits comme le pomelo, le citron vert, la mandarine. On travaille beaucoup les fruits et les légumes également, hein, la tomate, le poivron rouge, les carottes, la salade. On travaille la poire et puis on travaille aussi pas mal de noyaux ou de graines avec l'industrie, par exemple, de la semence ou des choux, des confitures. Donc on travaille le noyau d'abricot, la graine de chicorée, la graine de sapin, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'approche qu'on a chez Bioli. L'objectif étant d'avoir on utilise une technologie propre, c'est d'avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement. Donc plutôt que d'aller sourcer une graine, une plante au bout du monde, la faire transporter à travers la planète, la faire venir chez nous, la transformer et la faire envoyer, et du coup autant faire de la chimie, de l'extraction chimique. On s'est dit, on va plutôt travailler des déchets. Il y a énormément de disponibilité aujourd'hui en France. Et travailler des déchets pour limiter cet impact et travailler tout de suite. Et en plus, un autre intérêt, c'est que ces déchets-là, en général, sont très mouillés, sont remplis de flotte quand on parle de fruits et légumes. Du coup, ça nous permet aussi de limiter notre consommation d'eau dans notre technologie parce qu'on va travailler avec l'eau de la plante majoritairement. Donc voilà, donc c'est la partie upcycling dont je vous parlais. 85% de nos extraits sont d'origine plante et on source plus de la moitié de notre matière première autour de chez nous à Nancy dans un rayon de 300 km. Notre deuxième activité, c'est le développement sur mesure. Je vais juste faire cette slide. Dans un cadre de développement, si ça intéresse des gens, on peut en reparler, mais dans le cadre d'un développement d'ingrédients, que ce soit pour la cosmétique ou l'alimentaire d'ailleurs, hein, il y a un certain nombre d'étapes à passer. Il y a plein de choses à faire et c'est ça qu'on fait chez nous. Alors, on fait tout, ou en tout cas, on est capable de manager la totalité de ce projet-là. Par exemple, il faut faire des fois des études d'efficacité sur cellules, sur la peau ou chez l'homme. Ça, c'est pas fait chez nous. On sous-traite, on travaille avec des partenaires, mais on est capable de manager l'entièreté d'un projet pour nos partenaires de A à Z et de lui rendre un ingrédient finalisé qu'il n'a plus à utiliser. Et sur cette partie-là, on travaille sur tous les marchés. Comme je le disais précédemment, quand sur mesure, on peut développer aussi bien des nouveaux extraits pour remplacer les produits phytosanitaires chimiques qu'on a déjà travaillé sur des extraits pour le complément alimentaire ou de l'arôme alimentaire pour l'alimentation humaine. On a même travaillé sur des substituts de couleurs et d'arômes pour les merguez végétales, par exemple. Voilà. Donc, de partout là où il y a du végétal, ou en tout cas partout là où il y a des ingrédients obtenus à partir de végétal, on peut potentiellement intervenir. Quelques clients alors, qui datent un peu, hein, avec qui on travaille et surtout qui nous ont donné le droit de communiquer, qui nous ont donné le droit de communiquer parce qu'on travaille quasiment que sous accord. On travaille que sous accord de confidentialité et les clients ne souhaitent pas qu'on communique sur les choses qu'on fait pour eux et qu'on travaille d'ailleurs avec eux. Et la licence de techno, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'en ai 3 aujourd'hui dans le monde qui sont répartis comme ça et on en a aujourd'hui un certain nombre d'autres en discussion à travers la planète, voilà, vous voyez, en Asie ou dans le sud de l'Afrique. Et je vais passer très rapidement, sinon je vais dépasser Mallory, il faut me dire si je suis trop bavard. Non, Je c'est vais bon, c'est bon. Ouais, je vais quelques exemples de ce qu'on peut obtenir et d'exemples de matières de première qu'on travaille. Alors, chez Bioli, on est basé à Nancy, en Lorraine. On n'est pas loin des Vosges. On aime bien le sapin des Vosges. Et donc, on travaille la graine de sapin, en fait, qui est un coproduit de l'industrie forestière. C'est-à-dire qu'on récupère les graines, les semences non germinatives qui donc ne peuvent pas donner d'arbres. On récupère ces coproduits, ces déchets qui sont aujourd'hui sinon utilisés pour l'alimentation animale. Et à partir d'une graine, on va réussir à valoriser et à obtenir 3 ingrédients différents avec notre technologie. Donc, un extrait avec des activités antioxydantes, une huile végétale aussi antioxydante et un tourteau qui peut servir d'exfoliant, par exemple, pour les graines de cosmétiques. Donc, en partant d'un déchet, on est capable d'obtenir 3 ingrédients utilisables sur le marché. Et vous avez un exemple de marque en bas qui utilise ces ingrédients-là.
Je regarde ce que j'ai d'autre après, parce que j'ai un doute. Voilà. Là, c'est un autre exemple de client. C'est d'autres choses qu'on a pu faire pour des clients. Donc, voilà, on travaille pour Dior. C'est un produit Dior que vous voyez en haut à gauche, hein. Donc, c'est un extrait de bois, par exemple, de rose, de tige de rosier, pour faire simple. Donc, on peut autrement bien travailler du bois, comme je vous le disais. On peut travailler des amandons pour obtenir de l'huile. On a déjà travaillé des microalgues pour extraire des colorants. Des colorants à queue rose, la tomate pour extraire un colorant huileux rouge ou orange plutôt. On travaille le baie d'argousier pour sortir d'un côté l'huile extrait à queue qui est utilisée dans une gamme. Et on a aussi de plus en plus de développement sur tout ce qui est acides aminés et peptides pour aller découper les protéines. C'est que dans un premier temps, on va travailler les plantes pour sortir les molécules d'intérêt et en particulier les protéines. Et dans un deuxième temps, on va reprendre ces protéines pour les réhydrolyser à l'aide de protéases, hein, majoritairement, pour les découper et obtenir des tailles de peptides définies pour certaines applications cosméto ou autres. Ça, c'est un exemple de marque qui utilise nos produits. On fait la même chose sur le sapin encore pour le complément alimentaire. Donc, on travaille ou bien l'écorce, qui est des coproduits de scierie pour extraire le manganèse. Donc là, on est plutôt sur une approche extraction des minéraux, ou les aiguilles pour extraire les polyphénols. Là, c'est des choses qu'on a développées. Donc, c'est un extrait de romarin pour le sommeil. Et à droite, vous avez une huile, un extrait huileux de clamate, qui est encore une microalgue. On a aussi beaucoup travaillé sur le chanvre, alors le chanvre alimentaire, hein, sur les graines de chanvre qui permet d'obtenir de l'huile, des polyphénols et aussi tout ce qui est protéines de chanvre, hein. Donc, on a une grosse aujourd'hui demande de nouvelles protéines et de protéines végétales pour substituer les produits animaux, les protéines animales. Mais on peut aussi extraire le CBD, par exemple. Là, je vous disais, on a travaillé sur l'extraction d'arômes alimentaires. Donc, on a déjà fait de l'extraction d'arômes de truffe, d'arômes pour les merguez végétales que vous voyez à droite, et puis d'autres sujets. Et on a aussi toute une approche on a aussi des travaux, comme je vous disais, pour développer des nouveaux ingrédients pour le marché de la phyto, donc pour les biostimulants et le biocontrôle, pour ceux à qui ça parle, hein. Donc, remplacer les produits phyto, herbicides, fongicides, engrais ou autres. Et aussi pour développer, par exemple, des protéines liquides pour l'alimentation des volailles. Et enfin, on peut travailler sur plein de choses, comme je le disais au début, c'est que la technologie permet de travailler aussi bien des matières, on peut aussi travailler sur des matières animales pour faire de l'extraction de protéines, d'acides aminés, par exemple. Mais il y a des applications dans les biocarburants, dans la détergence, dans la pharmaceutique pour faire des API, dans les peintures ou encore dans les encres végétales, pardon. Voilà. Et c'était ma dernière slide. Voilà, j'ai été volontairement rapide. J'ai essayé en tout cas pour présenter de façon globale la société et insister plutôt sur le côté techno qu'on utilise chez Pioli pour laisser et favoriser, j'espère, des échanges et des questions. Eh ben, merci en tout cas pour cette présentation donc, qui était très intéressante, en tout cas sur la découverte de l'extraction enzymatique. Je vous laisse poser des questions dans le chat si vous en avez pour Nicolas, et je pourrais donc les lui poser. Ou Ouais. sinon, vous pouvez juste lever la main et puis je vous laisserai la parole. Et je tiens juste à préciser une chose que je n'ai pas précisée. Notre métier, c'est de faire de l'extraction enzymatique. On n'a pas inventé l'extraction enzymatique, hein. Oui. Les enzymes sont utilisées dans l'industrie, en particulier alimentaire, depuis 80 ans, hein. Quand on prend un jus de pomme, la seule différence que vous avez entre un jus de pomme artisanal que vous allez acheter chez le fermier du coin ou jus de pomme que vous trouvez chez Leclerc, c'est qu'il y a une étape enzymatique dedans où on utilise des pectinases pour découper la pectine et enlever ce trouble, en fait, hein. Donc, nous, on a juste amené cette technologie, améliorer, avoir une autre approche pour qu'elle soit industrielle et l'amener sur des marchés où elle n'était pas. Quand on a créé Bioli, on a commencé, l'extraction enzymatique n'était pas utilisée en cosmétique, par exemple. Voilà. Moi, j'aurais une petite question pour commencer. Alors, est-ce que, enfin, donc vous avez parlé de différentes technologies, des ultrasons, et cetera. Donc en termes de rendement, ça avait été comparé, par exemple, au niveau, de l'exemple que vous avez présenté sur les polyphénols, par exemple. Est-ce qu'en termes de rendement, on retrouve quelque chose qui est similaire, sur l'extraction des polyphénols, avec les ultrasons, avec les Ça va être vraiment du cas par cas, c'est très difficile de OK. répondre. Donc c'est vraiment dépendant de la matrice, et du Ouais, cocktail c'est que très vous dépendant. optimisez, Alors, évidemment, si les gens cherchent à extraire des polyphénols,
Il ne faut pas utiliser, alors, si c'est vraiment que les polyphénols, d'accord, et qu'on veut maximiser la teneur et le rendement, il faut faire de l'éthanol, hein. Il n'y a que ça qui marche, Oui. en tout cas de l'hydroalcoolique pour être plus précis, mélange eau-éthanol, c'est ça qui marche le mieux. Il n'y a pas de souci. En revanche, aujourd'hui, l'éthanol commence à avoir mauvaise presse. Dans certains marchés, on souhaite l'enlever également, même si on peut avoir une discussion très philosophique autour de est-ce que l'éthanol c'est bien ou pas, hein. Tout le monde en boit, tout le monde, beaucoup de gens en boivent en tout cas à l'apéro. Mais voilà, on est vraiment aujourd'hui dans une idée de substitution des solvants chimiques, quels qu'ils soient, des solvants, quels qu'ils soient même. Donc non, c'est très difficile, c'est vraiment du cas par cas. Nous, ce qu'on offre, c'est vraiment, on offre autre chose. On n'offre pas forcément du rendement en termes de comparaison, on n'aime pas se comparer. Nous, on aime on aime comparer l'efficacité. Donc des fois, on a pas mal d'études qui ont été menées, on a pu démontrer que même à teneur 2 fois inférieure en termes de polyphénol, on avait 2 fois plus d'activité. Et ça, c'est tout simple, c'est parce qu'on va sortir de ce qu'il y a dans la plante, on va sortir tout ce qu'il y a dans la plante, entre guillemets. Les molécules présentes dans la plante étant dans la plante, c'est pas forcément pour rien. Donc, on va retrouver une action synergique, on travaille beaucoup le totem, hein, c'est plutôt l'approche qu'on a chez Bioli. Et le fait d'avoir cet effet entourage, hein, des mots qu'on a beaucoup entendu pour parler des cannabinoïdes d'ailleurs, du CBD, l'effet entourage va vraiment amener une efficacité différente. Alors, ce qu'on va essayer de faire aussi avec cette technologie-là, c'est obtenir des extraits différents avec d'autres efficacités. On peut aller chercher des efficacités qu'on n'avait pas initialement avec des technologies, on va dire, conventionnelles. Et puis, on est là aussi pour substituer tout simplement les technologies. Et il faut savoir, quoi, il faut se dire qu'à un moment donné, si on veut gagner en naturalité, il va falloir perdre en efficacité. On ne va pas avoir le choix. Et on va avoir plus de coûts aussi potentiellement. Donc voilà, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et justement, juste pour rester sur cette question, est-ce que vous avez parlé du coup d'extrait éthanolique, etc. Est-ce que les enzymes sont compatibles avec autre chose que de l'eau pour de l'extraction des solvants qui sont plus verts? Enfin, je pense propylène glycol, etc. Il me semble que ça peut être utilisé en cosmétique. Je ne sais pas si c'est compatible ou pas du tout avec Alors, c'est une très les bonne enzymes. question. Après, je vais compléter ma réponse avant parce que je voulais préciser un truc que j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de technologie miracle, hein, d'extraction. Euh, C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient vous voir un jour sur ce webinaire et qui vous dit ma techno, c'est la meilleure du monde, c'est un menteur. Il ne faudra pas le croire surtout. D'accord? Donc, il faut regarder vraiment une chaîne globale de matières premières travaillées, molécules ou fractions qu'on voulait obtenir et marcher. C'est vraiment ça qui va définir la meilleure technologie. Donc, dans certains cas, notre techno est le top et c'est ce qu'il faut utiliser. Et dans d'autres cas, on est nul. C'est-à-dire que si des fois, vous voulez de la molécule liposoluble pure, il ne faut pas travailler avec nous. Il faut faire du CO2 supercritique ou du solvant chimique. Voilà. Pour répondre du coup à la question, ouais, on a mesuré. Alors, c'est très compliqué de trouver des enzymes qui fonctionnent dans d'autres solvants, mais on a trouvé certaines enzymes qui pouvaient fonctionner dans des NADES, par exemple, parce que c'est des technologies aussi Voilà. nouvelles d'extraction. Propylène glycol, on l'a jamais testé. J'ai quelques doutes quand même. Oui, Mais c'est par hasard. voilà, mais éthanol, c'est très compliqué de trouver des enzymes. Il y a très peu d'enzymes qui fonctionnent que dans l'éthanol. Mais potentiellement, si on fait des mélanges de solvants, entre guillemets, si on est sur des mélanges et qu'on va avoir de l'eau, on va pouvoir favoriser une efficacité. Quoi, les Ok. enzymes vont avoir une efficacité. Alors, j'ai plusieurs questions dans le chat. Je vais commencer par celle-ci. Après, je laisserai la parole donc, à Mélissa, il me semble, qui a levé la main, et Marc. Donc, tout d'abord, dans le chat, donc, c'est une question de Éric Contier, donc, qui vous remercie et qui demande est-ce qu'on peut avoir une idée du tonnage, coût, prix de revient enzymatique pour les plus gros lots produits jusque-là? Voilà, c'est pareil, vous allez croire que je ne veux pas répondre aux questions. Mais c'est très compliqué en fait à dire. C'est une technologie qui reste quand même très compétitive d'un point de vue prix. On est capable de sortir des extraits à quelques euros le litre. D'accord? Ça, c'est tout à fait envisageable sur des très gros volumes et sur des matières qui ne coûtent pas cher. Évidemment que si je commence à travailler à une fleur hyper rare, en fait, c'est l'impact du prix de la matière qui va faire le prix du produit et pas du tout la technologie. Donc nous, on vend des produits aujourd'hui qui sont de l'ordre de 5 à 6 euros le litre. Sur certains produits, c'est tout à fait possible du moment qu'il y a des volumes importants. Et volume, c'est quelques tonnes, hein, c'est pas forcément délirant. En termes de capacité de prod aujourd'hui chez nous, on est capable de travailler, on travaille d'ailleurs entre 50 et 100 tonnes de matières premières végétales par an. Mais voilà, en fait, c'est une taille de cuve. J'achète 2 cuves, je double ma capacité de prod pour faire simple. Donc les tonnages peuvent être très facilement faisables. Après, sur les marchés qu'on vise, qui sont plutôt la cosméto, on est plutôt de l'ordre du kilo à quelques centaines de kilos et quelquefois la tonne pour des extraits très particuliers sur des produits pour les cheveux, par exemple, où ils demandent du volume et du prix, quoi. Ok. Mélissa,
Si vous voulez, je vous laisse allumer votre micro et poser votre question, ou alors vous l'écrivez dans le chat et Oui. je la lirai. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'était extrêmement intéressant, j'ai beaucoup apprécié. J'avais une question peut-être par rapport donc vous dites que par moment vous quantifiez, donc vous extrayez des polyphénols, mais comment vous quantifiez en fait le taux de polyphénol? Est-ce que vous extrayez pas d'autres molécules en même temps? Est-ce que vous utilisez alors c'est une question un peu longue, excusez-moi, à plusieurs pans. Mais de savoir, est-ce que des fois, donc quand vous utilisez des enzymes pour, par exemple, avoir des polyphénols, vous regardez si vous avez peut-être un composé qui est moins présent, mais avec plus de diversité, notamment par des approches métabolomiques. Est-ce que vous avez pensé un peu à aller vers ces domaines-là? Alors oui, évidemment, on fait de la quanti chez nous. On fait de l'analytique. Alors, on fait plutôt du dosage assez grossier de familles moléculaires, des polyphénols, des sucres, des protes, ce genre de choses, des acides aminés. Dès que ça va être un peu plus pointu et vraiment, si on veut identifier des molécules, on va passer en HPLC, en RMN ou en spectro de masse. Alors, on n'est pas équipé, mais on a nos partenaires spécifiques pour ces questions analytiques. Dans certains cas, ça va dépendre vraiment de notre besoin ou du besoin de notre client. On va aller vraiment rechercher certaines choses. Nous, comme on est plutôt dans une approche totem, notre objectif est d'extraire plein de choses. Donc, quand je parlais de polyphénol, de toute façon, dans l'extrait queue, il y a des polyphénols, mais il y a des sucres, il y a des protes, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de doser ce qu'on peut. On pourrait passer une vie à doser un extrait tout simple, hein, d'accord, et trouver tout ce qu'il y a dedans et quantifier exactement tout ce qu'il y a dedans, ça peut être très, très long. C'est pour ça que On n'a les pas- approches métabolomiques elles permettent en fait d'avoir une identification peut-être moins Bien sûr. exhaustive, mais on peut par semi-quantification voir si on a des composés en plus ou des métabolites qui sont mieux extraits, Alors, vous avez tout à fait notamment raison. maintenant en GCMS ou en LCMS. Les deux, je voulais savoir si c'était des approches vers lesquelles vous aimeriez peut-être évoluer pour augmenter Ça, alors, la description des performances en oui, fait oui. que vous pouvez. Alors, oui et non. Je m'explique. C'est que moi, chez Billy, on a une approche en efficacité. C'est-à-dire que pour faire simple, ce qu'il y a dans l'extrait, je m'en fous. Voilà. Quand on développe quelque chose, notre objectif est d'être efficace, d'avoir le plus d'activité biologique possible. Et une fois qu'on a obtenu ce résultat, et ça on le fait grâce à notre outil, on travaille à l'aveugle, hein, on travaille sans savoir la plante, sans savoir les enzymes et sans savoir l'objectif de molécules, hein, donc c'est vraiment un outil assez puissant. Mais une fois qu'on a réussi l'objectif, évidemment qu'on va revenir en arrière pour voir ce qu'on a dans l'extrait et de voir qu'est-ce qui a été efficace. Parce que ça nous permet d'avoir un discours marketing, mais ça va nous permettre aussi de définir notre spécificité, notre spécification du produit. Ça. Donc nous, chez Bioli, la métabolomique, c'est un peu loin de notre métier. Dans les métiers dans lesquels on est aujourd'hui, il n'y en a pas forcément beaucoup besoin. En revanche, on a travaillé sur un sujet pour l'agriculture où notre client l'a fait, à tester, à passer en métabolo, les extraits qu'on avait définis. Et on voyait évidemment très précisément qu'est-ce qu'on arrivait à augmenter en termes de molécules par rapport aux différents cocktails d'enzymes qu'on utilisait. Ça, c'est intéressant. Et on couplait ça derrière à l'efficacité en disant, ben, du coup, est-ce que l'efficacité, c'est ça? Est-ce qu'elle est due plutôt à cette molécule, ce groupe de famille moléculaire, ou pas du tout? Et en fait, on peut avoir des surprises en disant, on pensait que c'est ça qui marchait, mais ça n'a rien à voir. Donc, ça reste Et après, ça ne vous intéressant. permettrait pas de cibler des enzymes justement qui, comme permettent d'avoir cette famille moléculaire, après de les utiliser un peu plus en routine sur d'autres extraits végétaux? Alors, ça va vraiment dépendre plutôt de la plante plutôt que de la molécule. Ça va dépendre aussi de comment Oui, elle est non, mais de la enchevêtrée famille moléculaire, je parle. Ouais, de la famille moléculaire. Ouais, mais ce que je disais, c'est très difficile de faire de la vraie sélectivité. C'est-à-dire que je peux pas dire, ben tiens, je sors que 7 groupes de molécules et les autres, je les laisse. J'ai un problème de solubilité. C'est-à-dire que moi, je travaille à l'eau. Tout ce qui est soluble dans l'eau va passer dans l'eau, pour faire simple. D'accord? Après, on peut jouer en découpant différemment la plante et en libérant un peu plus d'une ou un peu plus de familles d'autres que d'autres. Mais on ne peut pas aller sélectionner que cette molécule-là ou que cette famille moléculaire-là. Ce n'est pas possible. Si on veut faire ça, il faut derrière mettre des technologies de purification, de séparation. Et en Après, vous me général, on va dites passer. travailler également sur les NADES. Donc, les NADES, ça va permettre également d'avoir un spectre de molécules extraites qui va être plus large que ce que vous avez l'habitude de faire juste avec de l'eau et Oui, tout à fait. On va avoir une polarité vraiment très différente. de Tout à fait. un extrait gras. Ouais, les NADES, ça va apporter ça, c'est qu'on va avoir un spectre de polarité beaucoup plus large. On peut avoir de la polaire et du polaire en même temps.
La difficulté aujourd'hui, le problème du NADES, et il n'est pas technique, hein, le problème du NADES, il est réglementaire, oui, en tout cas, il est de la compréhension des clients. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déclarer dans le produit fini le NADES. Et ça, ils n'aiment pas du tout. D'accord. Ça, c'est une vraie problématique. Techniquement, il y a un vrai sujet. On a un projet de recherche en cours avec un labo là-dessus pour voir l'impact qu'est-ce que ça permet de faire, évidemment. Mais marketingment parlant, commercialement parlant plutôt, c'est très difficile à commercialiser. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'était voilà, dans l'éventualité où En vous serez plus, intéressé par un partenariat pour, avec voilà, plaisir, pour vous avez mes traiter un peu plus coordonnées. la métabolomique, parce que je trouve que voilà, par rapport aux extraits que vous faites, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Alors du coup, on avait une autre main levée, il me semblait, il y a quelques instants dans le chat. Mais sinon, je vais continuer avec la lecture des questions, si on a encore un peu de temps. Oui, on a encore un peu de temps. Donc on avait une question on nous disait, pectinase hémicellulase ne casse que la paroi. Comment extraire ce qui est entouré par une membrane phospholipidique? Très bonne question. C'est pas toujours simple, ça va dépendre de la membrane, évidemment, mais il y a des phospholipases qui existent, hein. Donc voilà, nous on peut aussi utiliser d'autres enzymes. J'ai parlé de façon très grossière, et l'idée n'est pas aussi dévoiler tout le savoir-faire, mais on peut travailler avec des phospholipases, on peut travailler avec des lipases. Il y a des protéines de structure aussi qui existent, hein, qu'on pourrait considérer quasiment comme des parois. Donc on va aussi utiliser des protéases. Notre métier, c'est vraiment de savoir mettre tout ça en mélange, tout ça en musique même, parce que des fois, on ne travaille pas en mélange parce qu'une enzyme peut défoncer une autre. Et donc, du coup, travailler en cascade, travailler avec des pH différents. Donc voilà, mais des fois, on n'arrive pas, hein, à les casser, hein, ces membranes phospholipidiques, parce qu'il n'y a pas les enzymes en face. C'est comme quand on travaille des algues. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de l'extraction enzymatique sur des microalgues. Pourquoi? C'est pas, parce qu'en fait, les parois qui composent ces microalgues, on va retrouver des carragénanes, des algaénanes, ce genre de choses. Et ces enzymes-là qui sont en face, vous ne les trouvez pas sur le marché. Alors, vous avez sûrement trouvé 3 grammes chez un labo de recherche à droite à gauche pour faire des essais, mais le jour où vous voulez industrialiser, vous avez besoin de 300 kilos. Il n'y a plus personne. Donc, il faut faire attention aussi quand on développe des choses. Donc, l'extraction enzymatique, c'est bien. Il y a plein d'avantages. Il y a également des inconvénients. Un des inconvénients, j'en ai déjà cité, mais un autre, c'est hydrolyser les microalgues, c'est pas forcément simple. Donc, sur ces thématiques-là, sur ces types de matières premières, pardon, on va plutôt passer par des approches couplées. Donc, on peut coupler micro-ondes, enzymes, on peut coupler enzymes, solvants ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc c'est plutôt une approche comme ça qu'il faut regarder. OK. Et macroalgues, vous avez déjà essayé, par exemple? Macroalgues, ouais, c'est un peu plus simple. Parce que macroalgues, OK. on peut retrouver aussi des carragénanes et ce type de parois, mais on trouve aussi beaucoup de cellulose dedans, par exemple, des bicelluloses. Donc, on va réussir à hydrolyser un peu plus facilement. OK. On a une autre question donc de Marc Lastre qui demande s'il y a des problèmes de stabilité des enzymes lors du process. Alors, non, pas à ma connaissance. Là, on peut avoir quelques problèmes, c'est ce que je disais, c'est si on commence à mettre plein d'enzymes ensemble, et en particulier des protéases avec des autres, sachant que les enzymes, c'est des protéines, on peut avoir des dégradations de l'une à l'autre, voilà. Vu qu'une protéase découpe d'autres des enzymes, ça, c'est plutôt problématique. Nous, on va travailler, c'est pas des problèmes de stabilité, c'est plutôt des problèmes d'efficacité qu'on va avoir, en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas au bon pH à bonne température, elles vont pas bosser ou elles vont bosser moins bien. Du coup, après, on peut faire durer le process plus longtemps si on a besoin ou en mettre plus, hein, c'est notre approche. Les enzymes, sur la stabilité, c'est pas dur. On a 12 mois de stabilité au frais. Il faut les conserver au frigo. Il y a 12 mois de stabilité, 24 mois sur de la poudre. Alors, 12 mois pour le liquide, 24 sur de la poudre. Alors, ça, c'est les données constructeurs ou fabricants plutôt. Les 12 mois, quand vous regardez, en fait, vous pouvez les garder plus longtemps, hein, évidemment. Oui. Mais par contre, on a besoin de désactiver les enzymes en sortie de process. Je ne l'ai pas précisé dans le procédé, mais on a 2 étapes en amont, on a 2 étapes dans le process, une en amont, une en aval. C'est-à-dire qu'avant la réaction enzymatique et avant l'ajout de nos enzymes, on va désactiver le mélange pour désactiver les enzymes endogènes de la plante qui vont être potentiellement délétères pour l'extraction de certaines molécules qu'on voulait avoir. Donc, on ne le fait pas tout le temps, ça dépend ce qu'on cherche. C'est la première étape. Et en sortie, on va redésactiver le mélange pour désactiver les enzymes qu'on a rajoutées, donc les enzymes exogènes, pour qu'elles n'aient plus d'activité. Parce qu'on a besoin de prouver dans certains métiers qu'il n'y a plus d'activité résiduelle enzymatique sur les extraits qu'on fabrique et qu'on commercialise, parce que sinon, elles vont aller potentiellement dégrader les produits dans lesquels elles se trouvent. Voilà, ça peut aller péter une émulsion, ça peut faire pas mal de choses. Donc voilà, ces 2 étapes-là. Et on déstabilise, on désactive pardon, par la chaleur. Ça, c'est basique, assez basique. Monter en température et du coup, ça n'a pas d'impact sur l'extrait, par exemple, Non. c'est assez
Non, parce qu'on va chauffer pendant 10 minutes, 30 minutes max, on va pas chauffer pendant 4 heures à 90 degrés, quoi. Donc, non, il n'y a pas de, il y a pas, alors évidemment, on peut perdre quelques molécules, mais en règle générale, ça change pas grand-chose, quoi. Ok. S'il y a d'autres questions pour Nicolas, je vous laisse soit les écrire dans le chat, soit lever la main maintenant. On a fait le tour à peu près des questions qu'on avait dans le chat. Et J'ai une petite question. Donc, vous avez parlé à la fin de votre extraction de la phase aqueuse, de la phase organique et du résidu. Est-ce que ce résidu, vous avez trouvé moyen de le valoriser ou vous en faites quoi aujourd'hui de Alors, ce c'est résidu? assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors déjà parce qu'il est blindé de flotte. Voilà, ça c'est une première problématique qu'on peut avoir. Donc il peut quand même servir de support de matière première pour d'autres extractions. Ça peut arriver. D'accord. Nous, ce qu'on fait, on valorise plutôt l'approche, les tourteaux des graines. Ils vont pouvoir servir d'exfoliant. Et c'est à peu près tout aujourd'hui. C'est-à-dire que sinon, par contre, on a une approche environnementale, comme je vous disais, c'est-à-dire que tout est méthanisé chez nous. C'est-à-dire que si les tourteaux, les fractions aqueuses c'est également le cas quand on ne les valorise pas, parce que des fois on fait de l'extraction que pour obtenir la fraction huileuse, ou l'huile, parce que dans certains cas on veut la fraction aqueuse et on ne veut pas l'extrait huileux, ces trois fractions, elles sont valorisées en énergie. On fabrique du biométhane en fait, avec un partenaire qui est à côté de chez nous. Donc tout est valorisé à 100% en énergie. Et les fractions aqueuses sont valorisables, c'est-à-dire que comme on a découpé les polysaccharides, on a fabriqué des sucres fermenticibles, et donc elles se méthanisent aussi, les fractions aqueuses. Ça qui est intéressant dans le process, c'est que ce n'est pas un effluent classique qu'on va rejeter à l'égout, on peut le méthaniser. Alors ça n'a pas un pouvoir méthanogène de dingue, hein, mais au moins tout est revalorisé en énergie à minima. Ok, merci. Bon, en tout cas, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir conclure sur ce webinaire. En tout cas, merci encore Nicolas pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant et merci à ceux qui ont participé aussi également. Donc, je vais juste vous partager un petit document. Hop. Merci à vous en tout cas pour l'invitation et de m'avoir donné l'opportunité de présenter Bioli. Alors, est-ce que vous voyez ma slide? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, donc pour ce début d'année, on va conclure du coup avec le webinaire sur Bioli pour le moment. On reprendra donc le 4 septembre. On garde le même créneau, donc c'est le premier mercredi du mois à 12h30. Et en attendant, hop, la slide suivante. Je vous invite, donc si ça vous intéresse, il y a les 15e journées MetaSP qui sont organisées donc les 26 et 27 août à Bordeaux. Donc c'est pour se rencontrer ensemble autour donc du réseau MetaSP, donc Metabolite spécialisé. Donc voilà pour la petite communication de l'été. Hop, et je reviens donc ici. Et maintenant, du coup, je vous remercie tous pour cette présentation et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et remercie encore Nicolas pour cette très bonne présentation. Merci.